Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous. Un mouvement de foule meurtrier dans un pèlerinage juif orthodoxe au nord d'Israël, plus grand rassemblement autorisé depuis le début de la pandémie. Au moins 44 personnes ont perdu la vie. Les opérations de secours se poursuivent. À Genève, les moins de 45 ans devront encore attendre au moins 2 semaines pour se faire vacciner. Mais pour les autres, 24 000 nouveaux rendez-vous seront fixés la semaine prochaine, pour autant que les doses attendues soient bien livrées. Nous ferons le point avec Delphine Janora. Simonetta Sommaruga en visite en terre vaudoise à la veille du 1er mai. La conseillère fédérale vient à la rencontre de libraires et d'employés de la grande distribution pour échanger sur leurs conditions de travail en temps de pandémie. Enfin, Maureen Mercier à Tunis et Mouhamadou Touré à Bamako sont les invités de notre rendez-vous de la presse. À quelques jours de la journée mondiale de la liberté de la presse, nous ferons le point sur les conditions dans lesquelles se fait leur métier de journaliste. Le plus grand rassemblement autorisé en Israël depuis le début de la pandémie a tourné au cauchemar cette nuit. Une immense bousculade a fait au moins 44 morts. Le drame s'est produit au mont Méron, dans le nord du pays. La fermeture d'une rampe de sortie par la police aurait empêché une évacuation rapide. Annabelle Durand. C'est un drame national. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vient d'arriver sur place. Il semble désemparé et impuissant face à l'ampleur du désastre. Pourtant, tout avait commencé dans la joie et la danse. Cette célébration festive autour du tombeau d'un rabbin faiseur de miracles est très importante pour les juifs orthodoxes. Elle avait été officiellement autorisée pour 10 000 participants, mais cette foule compacte et les bus arrivés par centaines indiquent qu'ils étaient bien plus nombreux. Si les causes de cette bousculade restent floues, des témoins racontent que les pèlerins ont été coincés par la fermeture d'une rampe de sortie. D'autres personnes sont venues et de plus en plus de l'intérieur et des côtés. Beaucoup de personnes sont arrivées et la police ne voulait pas les laisser sortir, alors les gens ont commencé à être écrasés les uns sur les autres. Les secours sont intervenus toute la nuit, mais les ambulances ont eu beaucoup de mal à arriver sur les lieux, à récupérer les blessés à cause de la foule. La nuit a été tragique. J'étais présent sur les lieux. Je vais tout mettre carte sur table. Je prends à ma charge toute responsabilité, le bon et le mauvais, et je répondrai à toutes les questions. Les autorités ont appelé à la prière pour les 44 morts et les 150 blessés soignés dans tous les hôpitaux du pays. Et en Suisse, alors que la vaccination s'ouvre aux jeunes adultes dans les cantons de Vaud, du Valais et de Jura, Genève préfère attendre d'être sûre des livraisons attendues de doses. Les autorités cantonales n'abaissent donc pas la limite d'âge pour obtenir un rendez-vous. Delphine Janora, vous êtes sur place. À ce stade, ces fameuses doses ne sont toujours pas arrivées. Oui, alors ces fameuses doses de Moderna ne sont même pas sur le territoire suisse et une fois qu'elles le seront, elles doivent passer entre les mains de l'armée. Donc le grand centre de vaccination de Palexpo va bien rester fermé toute la journée de lundi et de mardi. Et si les doses arrivent ce week-end ou en début de semaine, Genève a la capacité d'accélérer le rythme immédiatement et 24 000 nouveaux rendez-vous pourraient être pris. Il faut savoir que Palexpo est un des centres les plus grands de Suisse et on peut vacciner 4 000 personnes par jour. Mais pour les moins de 45 ans, il faudra quand même encore un peu de patience. Oui, alors si tout va bien, si toutes les doses commandées sont reçues, Genève prévoit de vacciner dans 2 semaines les moins de 45 ans, mais une fois seulement que toutes les autres catégories soient vaccinées. Merci beaucoup Delphine Janora pour ces précisions. Et vous dire que la chaîne du bonheur lance un appel aux dons en faveur des pays les plus durement touchés par la pandémie, en particulier l'Inde, via le compte postal 10-15 000-6, mention coronavirus international, ou directement sur le site internet www.bonheur.ch. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga s'est rendue ce matin à Lausanne, à la veille du 1er mai. Au programme, la visite d'une librairie et une grande enseigne de la distribution où elle a pu échanger avec les employés. Manon Germont, Gabriel Nista et Laetitia Vider. Convoi inhabituel ce matin dans les rues lausannoises. À la veille du 1er mai, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga est venue prendre le pouls dans les commerces de détail où les employés ont été particulièrement exposés durant la pandémie. À huis clos, elle a pu s'entretenir avec eux.
C'est des professions tellement importantes, alors il faut aussi les bien payer. Et aujourd'hui, pour moi, c'était important de les rencontrer et de leur dire merci. Merci de leur travail qui était très très important et qui continue à être très important pour nous tous et toutes. Avec la fermeture des rayons non alimentaires, 50% des employés se sont retrouvés au chômage partiel. Il a fallu trouver des alternatives. On a pris soin d'eux du mieux qu'on pouvait. Déjà les gens qui n'avaient plus de travail par rapport aux fermetures des secteurs non alimentaires, on a essayé de les réaffecter à d'autres magasins qui avaient des besoins. Et les autres ont pu bénéficier de leur salaire à 100% pendant toute la période. Les employés du distributeur ont également reçu 2 primes de 500 francs et devraient en recevoir de nouvelles d'ici fin mai. À Bâle, des employés du Centre fédéral pour requérants d'asile de Beslergoed sont victimes de menaces et de messages haineux. Le phénomène a pris une telle ampleur depuis quelques mois que la Confédération a déposé plainte contre inconnus. Tobias Bossart et Julien Guillaume. Dans la banlieue bâloise, le Centre fédéral pour requérants d'asile de Beslergoed. Depuis des mois, il est la cible des milieux d'extrême gauche. Selon eux, les résidents seraient maltraités, voire violentés. Sur cette plateforme internet contestataire, ces extrémistes s'en prennent à plusieurs employés du centre. Par exemple à cette femme, décrite par erreur comme la directrice de l'établissement. Elle n'a pas tardé à en ressentir les conséquences, à tel point que le secrétariat d'État aux migrations a déposé une plainte contre inconnus. Ça a commencé avec des tracts au domicile de l'employé. Ça a continué avec des voitures rayées, des pneus crevés. Et même les freins de ces véhicules ont été trafiqués. Et pour couronner le tout, son chat a été maltraité. Parmi les autres victimes, cet employé de la société ORS qui fournit le personnel de soutien au centre d'asile. L'an passé, cette société a déjà été victime de dégradations sur le parking de ses bureaux bâlois. Des pneus de véhicules ont été crevés. Des photos de ces actes de vandalisme ont ensuite été publiées sur Internet et ORS a été cloué au pilori. La violence contre les centres d'asile, le phénomène n'est pas nouveau, mais pour cet expert en mouvement extrémiste, on assiste à une évolution. L'extrémisme de gauche en Suisse se caractérise par des attaques contre les bâtiments et les infrastructures. Il s'agit donc plutôt d'endommager le système répressif, mais pas d'attaquer les individus. Exceptionnellement, les agents de police sont également visés. Mais que des représentants des milieux de l'asile soient attaqués aussi massivement, ça c'est nouveau. Pour l'heure, il n'est pas prouvé que des extrémistes de gauche soient à l'origine des violences contre les employés du centre de Beslergoed. Le ministère public de la Confédération a ouvert une enquête. Le 9 mai, Neuchâtel élira son nouveau gouvernement au second tour. Les 3 sortants, encore en lice, se trouvent à faire campagne tout en étant déjà installés au château. Le reportage de Sergio Villar-Marzo et Léa Gelmini. À peine sorti de séance, Laurent Courte arrive en retard à ce pique-nique de campagne. Il y avait un message comme quoi il fallait être décontracté ? Non, mais ça va très bien. Oh, je le suis naturellement, mais... L'expression consacrée parle d'agenda de ministre. Mais alors à quoi peut bien ressembler celui d'un ministre en campagne ? Le réveil sonne entre 5h et 5h30 le matin et puis on se couche autour de minuit. Entre la gestion courante, la gestion de la crise et puis la campagne, c'est sûr que c'est très très tassé du point de vue de l'agenda. C'est une période comme ça où on n'a plus grand chose d'autre que la vie politique, mais en même temps on aime ça. Et encore une fois, il y a une position claire du gouvernement. Je pense qu'on doit... C'est compliqué d'être candidat quand on est encore en fonction. C'est compliqué d'être candidat quand on est encore en fonction. Non, mais être conseiller d'État sortant, c'est être candidat en campagne, mais aussi membre d'un collège. Une position particulière. Moi, je dirais qu'on est quand même lié par ce qu'on dit bien davantage que ceux qui ne connaissent pas la fonction. Nous, on sait vers quoi on va. On sait aussi que c'est un collège qui prendra toutes les décisions. Et donc, on peut affirmer beaucoup de choses. Et au final, le Conseil d'État va finalement décider quelque chose qu'on n'aura pas voulu. C'est à la majorité que les choses se décident. Et ça, on le sait quand on est à la fois candidat et qu'on est en place et en fonction. Les sortants ont fait un très bon score au premier tour. Il n'empêche, rien n'est jamais gagné. J'étais très heureux du résultat du premier tour, mais il s'agit encore de le confirmer. On travaille des années durant sur les projets, sur les réformes qui avancent bien. Maintenant, il y a une volonté, puisqu'ils sont préparés, de les concrétiser dans le terrain. Donc il y a beaucoup de volonté, d'espoir, et puis l'appréhension que malgré tout, ça ne se passe pas comme espéré. Après 2 législatures, les 3 sortants seront-ils à nouveau plébiscités par la population ? Réponse le 9 mai dans les urnes.
Et en sport, l'exploit de Genève Servette hier soir à Zurich en hockey sur glace. Le club s'est qualifié pour la 3e finale des playoffs de son histoire. En demi-finale, les Aigles ont dominé leur série en balayant Zurich 3-0. Isabelle Musy. Un bel élan collectif, une prise de risque digne des playoffs et une défense d'acier. Tel a été le cocktail magique offert par Genève Servette pour s'imposer 3 fois de suite face à Zurich et s'offrir une place en finale. La 3e de l'histoire du club, la première depuis 2010. Vraiment content pour les joueurs. Les gars, ils ont vraiment travaillé fort. Les dernières semaines avant les playoffs, on a eu des hauts et des bas. On a su se ressaisir au bon moment. Tout le monde veut faire sa part pour aider l'équipe à gagner des matchs. Je suis fier de toute l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sacrifiés ce soir, qui ont joué pour l'équipe. Et puis c'est comme ça qu'on va loin en playoff et on l'a fait ce soir. Hier soir, au Hallenstadion, Genève Servette a notamment pu compter à nouveau sur son brillant attaquant suédois Linus Omark, à l'image de sa passe magique au Canadien Daniel Winnick pour le 2-1. Dans ce 3e acte des demi-finales, les Aigles se sont imposés 4-1, douchant les espoirs de survie des Zurichois dans cette série. Pour nous, c'est pas terminé. On est ambitieux, puis on va se préparer de façon adéquate pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis si on ne sait jamais aller chercher la finale. Les Aigles ne connaissent pas encore le nom de leur adversaire et peuvent même s'offrir quelques jours de congé, puisque dans l'autre demi-finale, Zug mène 2-1 face à Rapperswil. Prévenir les accidents, c'est le but d'une opération menée jusqu'à fin mai par le TCS et la police valaisanne. Les élèves du canton peuvent faire contrôler leur vélo directement dans la cour d'école. Tu tends le bras droit pour sortir. Gauche et puis bras droit pour la piste cyclable. Rond-point, présélection, céder le passage. Au milieu de leur cours d'école, ces élèves révisent les règles essentielles de circulation. Explique-moi ce que tu as appris aujourd'hui. Apprendre à traverser les ronds-points et puis à être plus sécurisé quand on roule en vélo. Je vais plus penser, je pense, aux panneaux, à mettre le bras, parce que j'oublie souvent de mettre le bras. Ça leur amène tout d'abord de la sécurité, de la confiance. Ils sont plus sûrs d'eux-mêmes. À la fin de la leçon, ils ont vraiment bien retenu. Notamment, ce qu'on insiste beaucoup, c'est pour le changement de direction. Tendre le bras à droite, tendre le bras à gauche. Ce n'est pas toujours évident, mais cela évite évidemment un accident. Il y a des travaux, regarde en arrière. Une prévention qui porte ses fruits. Malgré l'augmentation du nombre d'élèves se rendant à l'école en vélo ces dernières années, les accidents sont restés stables. S'il ne devait rester qu'une seule mission au TCS, je crois que ce serait vraiment la sécurité routière. Donc ici, on est en plein dans la cible, en plus pour les enfants, qui doit être évidemment une cible prioritaire. Et même si les accidents ne sont peut-être plus aussi nombreux que ça a été par le passé, parce qu'il y a une meilleure information, parce que le matériel est meilleur, eh bien, il faut toujours viser le moins possible d'accidents et puis le moins possible de blessés au final. Les élèves profitent également des services d'un mécanicien qui contrôle un à un chaque vélo. Le réflecteur arrière, les pneus, c'est tout bon. C'est les freins qui posent le plus souvent le problème. On a un frein ou des freins qui freinent mal, qui ne freinent pas du tout même. Ça, c'est interdit dans la circulation. Tu laisses le vélo là, je te fais une fiche. Une fiche technique que ces élèves devront remettre à leurs parents. L'opération, organisée dans 15 centres scolaires du Valais-Roman, permettra d'examiner plus de 2000 vélos. Ce lundi 3 mai se tiendra la Journée mondiale de la liberté de la presse, une journée qui a pour vocation de rappeler aux États leurs engagements pour des médias indépendants, une journée aussi consacrée aux journalistes qui ont perdu la vie en exerçant leur métier. L'occasion de faire un point de situation avec nos invités du jour, Maureen Messier en direct de Tunis. Bonjour Maureen. Et à Bamako, Mohamedou Touré, qui est avec nous depuis les studios de la Fondation Hirondelle, les studios Tamani au Mali. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et on va commencer avec un point rapide de la situation dans vos pays respectifs, effectivement au niveau de la liberté de la presse. On commence avec vous, Mohamedou Touré. Comment est la situation aujourd'hui sur ce front-là au Mali ?
Alors, difficile au Mali de parler de liberté de la presse dans un pays qui vit une crise sécuritaire depuis 2012. Aujourd'hui, le journalisme, ça consiste à pouvoir se déplacer librement, aller dans toutes les localités où besoin est de trouver de l'information et fournir aux autorités. Et aujourd'hui, il est difficile pour les journalistes de pouvoir se rendre dans certaines zones au centre du Mali, au nord du pays également. Il y a quelques mois, c'est-à-dire environ 7 mois, il y a un journaliste de la radio Dandé de Douanzan, la personne de Hamadou Nialibouli, qui a été enlevé. Jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il y a également un journaliste, Biram Touré, qui a disparu depuis des années. On ne sait pas où est-ce que ce dernier également se trouve aujourd'hui. Le cas le plus médiatisé qui concerne les journalistes et techniciens de RFI, Claude Verlon et Ghislaine Dupont, qui ont disparu depuis longtemps. Et jusqu'à présent, les enquêtes n'arrivent pas à fournir beaucoup d'informations là-dessus. Et en décembre 2020 également... Oui, pardon, je vais donner la parole aussi à Maureen Mercier pour un point de situation. Vous faites partie, Maureen, des rares journalistes qui se sont rendus en Libye, où la situation est, vous me le disiez, aussi très mauvaise, voire même catastrophique. Oui, elle est absolument catastrophique. D'abord parce que c'est extrêmement compliqué de se rendre sur place. Sur place, il y a deux problèmes. En gros, rien n'a changé depuis l'ère Kadhafi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de journalistes et on est suivi à peu près constamment. Et puis surtout, aujourd'hui, ce qui rend la situation beaucoup plus compliquée par rapport à 10 ans en arrière, c'est qu'il y a des milices qui contrôlent absolument tout le territoire. Ces milices n'ont aucune envie d'avoir des journalistes mettre leur nez dans leur trafic de migrants, d'armes, de drogue, etc. C'est un terrain qui est excessivement compliqué pour les journalistes étrangers, mais encore bien plus compliqué pour les journalistes libyens. Enfin, je vais dire les choses très carrément, mais pour être journaliste libyen aujourd'hui en Libye, il faut être un peu kamikaze. Mohamedou Touré, au Mali, est-ce que, en plus, le fait que vous viviez en pandémie, comme nous tous, a empiré encore la condition des journalistes ? Tout à fait, parce que avec les différentes mesures qui sont prises, qui peuvent empêcher les journalistes d'aller faire leur travail, et même les mesures qui sont prises par différentes rédactions au Mali ici, qui consistent à faire le télétravail, ce qui peut empêcher les journalistes de pouvoir se déplacer librement pour aller faire leur travail. Et je disais également que pour que vos téléspectateurs aient une idée de la différence, si le classement de Reporters sans frontières indique que la Suisse se trouve à la 10e place sur 180 pays concernant la liberté de la presse. Au Mali, nous sommes à la 99e place, 99e place, donc 89 places de différence entre la Suisse et le Mali. Et de votre côté, Maureen, est-ce que vous avez une position un peu différente ? Vous êtes correspondante, femme, blanche. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire ? Ah non, je dirais même que c'est un avantage, au contraire. Très franchement, si j'étais un homme journaliste, aujourd'hui, je n'irais pas travailler en Libye. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai cette chance de pouvoir me camoufler. Je porte un voile, des lunettes de soleil. J'ai toujours à mes côtés un Libyen qui m'aide dans mon travail. Donc, de loin, on passe pour un couple. On évite, du coup, énormément le risque des kidnappings. Et puis, il faut savoir que c'est un pays qui est quand même assez conservateur. C'est-à-dire que quand on est un homme journaliste, on n'a pas accès aux femmes du pays. On n'a pas accès, tout simplement, à la moitié du pays. Ces femmes, non seulement évidemment que d'un point de vue journalistique, il faut pouvoir les interroger, mais en plus, à plusieurs reprises, elles m'ont protégée, à plusieurs reprises, elles m'ont happée dans leur salon en cas de danger. Je me rappelle de situations, notamment durant la guerre à Sirte. Ce sont les femmes qui m'ont tout simplement protégée. Si j'avais été un homme, j'aurais dû tout simplement rester dans la rue et manquer de sécurité. On va rester avec vous, Maureen Mercier, le temps de retrouver techniquement Mohamedou Touré, qui nous a momentanément quittés. Vous me disiez aussi à quel point les Libyennes et les Libyens envient la situation des journalistes européens. Oui, ils envient surtout le fait qu'on puisse avoir, nous autres en Europe, des médias qui puissent être des médias nationaux, neutres, impartiaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en Libye, ça n'existe pas. Des médias existent, mais ils sont tous instrumentalisés. Ils œuvrent pour des chefs de guerre. Je vais résumer, mais alors vraiment... énormément la situation, mais en gros, on a Est et Ouest du pays qui se font la guerre. Et si ils se font la guerre, c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas accès à l'information, ils n'ont accès qu'à la propagande qu'on veut bien leur donner de part et d'autre via des réseaux sociaux, Facebook notamment. Et cette propagande, elle est absolument épouvantable. Quand on est à l'Est, on ne sait rien de l'Ouest, si ce n'est qu'on a l'impression que les habitants de l'Ouest veulent nous massacrer. Et inversement. Donc moi, qui suis la Libye depuis quelques années, je
voient que cette guerre civile est possible parce qu'il n'y a pas de médias national neutre. Quand je me rends à l'est du pays, les gens me disent raconte-moi ce qui se passe côté ouest. Et inversement, parce que tout simplement, il manque d'informations. Donc, en gros, pas d'informations, c'est synonyme de guerre, tout simplement. Merci beaucoup, Maureen Mercier, d'avoir été avec nous depuis Tunis aujourd'hui. Et puis, on salue Mohamed Outouré aussi du studio Tamani à Bamako, au Mali. On a perdu momentanément et donc on s'en excuse, la connexion avec Bamako. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, la météo de Philippe Jeanneret. À 19h, Couleur locale sera à Neuchâtel. Et pour les éditions du week-end, Jennifer Kovo. Très belle fin de semaine à toutes et tous. Et à lundi. Suivez l'information en continu sur RTS Info.